Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le compte-rendu de l'article Effect of Tortuosity on the Stress-Dependent Permeability of Tight Sandstones, Analytical Modeling and Experimentation. Nous avons traduit cet article de la manière suivante: effet de la tortuosité sur la perméabilité liée à la contrainte dans des grès compacts, modélisation analytique et expérimentation. Cet article a été écrit par Fuyong Wang et Wei Cheng. Il est sorti dans Marine and Petroleum Geology en 2020, le numéro 120. La première chose à observer à propos du titre de l'article est qu'il s'agit d'un modèle qui concerne les relations donc entre une grandeur, qui est la perméabilité, et une autre grandeur qui est liée, et qui est cette fois-ci la contrainte. La perméabilité est une propriété des roches poreuses. Or, ces roches poreuses sont enfouies à grande profondeur et donc elles subissent une pression. C'est cette pression qu'on appelle la contrainte. Or, ce que suppose l'article, c'est qu'il y existe un paramètre qui va influencer cette variation de la perméabilité avec la pression, c'est-à-dire avec la contrainte, et ce paramètre est la tortuosité. La première chose à faire est d'expliquer le modèle admis jusqu'à présent de variation de la perméabilité avec les contraintes et d'expliquer quelles sont ses limites et pourquoi nos auteurs ont été conduits à passer à un nouveau modèle. La première chose à préciser est que nous sommes en présence d'une porosité complexe. Qu'est-ce qu'une porosité complexe? C'est une porosité qui comprend à la fois une porosité de matrice avec des pores, comme on le voit sur la figure A, mais qui comprend aussi des microfractures. Et donc, l'intégralité de cette porosité est constituée de pores et de microfractures. Comment la modéliser? On peut la modéliser de la manière suivante, dans les grès compactés donc. La porosité de matrice, qui est une porosité intergranulaire, sera représentée sous la forme de petits tubes capillaires, comme on le voit sur la figure qui est à droite. La porosité de fissure, elle, sera représentée sous la forme de microfractures. Nous donnons ici une figure qui est tirée de l'article. Quelle est à présent la relation admise jusqu'alors entre perméabilité et contrainte effective? Cette relation a été établie en 1988 par McKee et en 1994 par Christian David. Elle s'exprime de la manière suivante: Km est égal à K0 exponentielle de moins alpha Cp pression effective. Toutes les grandeurs qui interviennent dans cette relation sont définies, donc Km, la perméabilité, qui est variable, en Darcy, K0, la perméabilité initiale, en Darcy aussi, Pf, qui est la pression effective, Cp, qui est la compressibilité des pores, et une grandeur très importante qui est alpha, l'exposant de porosité. Il faut souligner, c'est très important que cette relation s'applique à la fois pour la porosité de matrice et pour la porosité de fissure. Avant de continuer, il semble important de faire un rappel sur la pression effective, puisque c'est une des grandeurs qui intervient dans la relation précédente, la relation numéro 1. Et ce rappel consiste à dire que, en profondeur, deux pressions sont concurrentes. D'une part, la pression confinante, PC, qui est équivalente à la pression lithostatique, et d'autre part, la pression des fluides qui sont contenus dans la roche et qui, elle, est équivalente à la pression hydrostatique. Et on voit sur le schéma que, finalement, la pression lithostatique a tendance à resserrer les grains, tandis que la pression hydrostatique a tendance à les écarter. C'est pour ça qu'on établit le concept de pression effective, noté PF, et que la pression effective est définie comme la différence entre la pression confinante et la pression fluide, équivalente à la pression hydrostatique. Maintenant, il faut dire que le modèle qui est proposé admet un certain nombre de limites. Ces limites ont déjà été soulignées d'emblée par les auteurs qui ont proposé ce modèle. Et donc, ces limites concernent la valeur dont on a déjà parlé, qui est l'exposant de porosité. Le modèle classique admet en effet une valeur de alpha égale 2 pour la porosité de matrice, donc la porosité des tubes capillaires. Une valeur de alpha est égale à 3 pour une porosité de fracture, et une valeur de alpha comprise entre 2 et 3 pour les milieux complexes. Or, et c'est ça qui est important et qui avait d'ores et déjà été observé par les premiers auteurs, les mesures expérimentales indiquent souvent une valeur supérieure à 3 sur les argiles et sur les grès compacts. D'où le problème qu'on se pose maintenant: comment expliquer cet écart entre le modèle et l'expérience? Quelle nouvelle grandeur il va falloir faire intervenir? Nous allons donc, dans cette deuxième partie,
expliquer quel est ce nouveau modèle analytique, qui construit un modèle avant de le vérifier par expérience. L'originalité de ce modèle est de faire intervenir un paramètre. Ce paramètre est la tortuosité, et c'est surtout de lui donner un caractère fractal, comme nous allons l'expliquer. Une première définition sur la tortuosité elle-même. Quelle est cette grandeur? Ce paramètre, donc, comme nous l'indiquons, mesure le rapport entre la longueur d'un échantillon et la longueur de ses pores. Tout est dans le mot tortueux, c'est-à-dire qu'un échantillon peut très bien avoir une longueur définie, mais le chemin que parcourt un fluide à travers les pores peut être beaucoup plus long que la longueur elle-même. Et c'est pour ça que la relation qui donne la tortuosité est delta L sur delta X, sachant que delta X est la longueur de l'échantillon, delta L est la longueur du parcours lui-même. Dans notre nouveau modèle, il faut supposer que cette tortuosité, dans les grès compacts, donc, obéit à une loi de distribution fractale. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous avez un même ensemble ou une même forme qui remplit l'espace à toutes les échelles. Dans la figure de droite, il s'agit d'une forme triangulaire, avec deux segments qui forment un sommet. Or, cette distribution se traduit par une grandeur qu'on appelle la dimension fractale et qui est désignée par la lettre D. À chaque fois que l'on ajoute une échelle, la dimension fractale augmente. Et on s'imagine bien que c'est l'introduction de cette dimension fractale ou de cette grandeur qui va transformer le paramètre alpha. Nous avons donné à droite un exemple très célèbre de fractal qui est la courbe de Koch. La mesure de cette courbe donc est multipliée par 4 lorsque sa taille, ce que l'on appelle sa taille, c'est le nombre de ses segments, est multipliée par 3. Or, ici on a une relation qui est 4 qui est égale à 3 exposant 1,26, donc D ici, la dimension fractale, a pour valeur 1,26. Alors nous allons d'abord considérer l'exemple de la porosité de matrice. Ensuite, nous considérons l'exemple de la porosité de fracture. Et ensuite, nous verrons quelle est la relation entre perméabilité et pression effective pour une porosité complexe. Dans ce transparent, à droite, nous donnons le schéma donc de la porosité de matrice. Je rappelle qu'il s'agit de petits tubes capillaires. Et ce que l'on voit, c'est que ces petits tubes sont affectés par une sorte de pli. Et c'est précisément ce pli des tubes, ce repli des tubes, qui forme la tortuosité. Alors à présent, l'idée est de transformer la relation que nous avions vue, la relation numéro 1, en prenant en compte la nature fractale de la tortuosité. Alors qu'est-ce qu'on montre? On montre que cette relation se transforme. Elle devient, pour cette première porosité, qui est la porosité de matrice, la relation suivante, à savoir Km est égal à K0 exponentielle de moins 3 plus dTm sur 2 fois Cp fois pression effective. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que le paramètre alpha s'est transformé et que le paramètre alpha prend en compte justement la dimension fractale pour la porosité de matrice. Nous avons donné ici la relation qui définit alpha. Alpha est égal à 3 plus dTm sur 2. On peut opérer le même travail, comme je l'annonçais, pour la porosité de fissure. Nous donnons à droite le schéma de représentation de cette porosité de fissure. Les fissures sont ici ondulées et ce sont ces ondulations qui représentent la tortuosité. Et donc, en ce qui concerne la porosité de fissure, la relation numéro 1, la relation première, celle du modèle précédent, se transforme. Elle devient donc Kf est égal à K0 exponentielle de moins 2 plus dTf, Cp fois pression effective. Là, de nouveau, alpha, l'exposant de porosité, est transformé, et à l'intérieur de alpha, on voit que intervient la dimension fractale pour la porosité de fracture. Et nous donnons ici la valeur de alpha, la valeur qui définit alpha, c'est 2 plus dTf. Définissons à présent la relation entre perméabilité et pression effective pour une porosité complexe. La première chose à faire est de déterminer le degré ou le poids qu'a chaque type de porosité dans la porosité totale. C'est ce que l'on voit avec la relation numéro 4. Nous avons K est égal à C fois Km plus 1 moins C fois Kf. Que représente le paramètre C? C'est la fraction
ou le poids de la perméabilité de matrice. Et on voit que dans cette relation numéro 4, le paramètre C permet d'évaluer la fraction de chaque type de porosité. À présent, si on combine les relations 2, 3 et 4, eh bien on obtient la relation entre perméabilité et pression effective pour un milieu qui a une porosité complexe. Je ne vais pas reprendre l'intégralité de la relation, mais ce que l'on remarque, ce que nous avons souligné à la fois en rouge et en bleu, c'est que l'on retrouve les relations précédentes, à savoir Km, à savoir la perméabilité donc pour une porosité de matrice, et Kf, la perméabilité pour une porosité de fracture. Voici donc le nouveau modèle ou la nouvelle relation qui a été proposée ici. L'aspect le plus important de ce nouveau modèle est qu'il donne de nouvelles valeurs pour l'exposant de porosité. Je rappelle que cet exposant était de 2 pour une porosité de matrice et de 3 pour une porosité de fissure. Or, pour un milieu en 3 dimensions, la dimension fractale est comprise entre 1 et 3. Cette dimension fractale intervient maintenant dans la définition de alpha. Et nous obtenons donc, pour la porosité de matrice, un alpha qui est compris entre 2 et 3. Pour la porosité de fracture, nous obtenons un alpha qui est compris entre 3 et 5. Pourquoi ce point est très important? Eh bien parce qu'il permet de rendre compte des écarts que l'on soulignait dès le départ entre le modèle théorique et ce qui est expérimenté ou ce qui est observé. Il s'agit maintenant, dans cette dernière partie, de vérifier expérimentalement ce nouveau modèle qui a été proposé par les auteurs et de voir s'il colle ou s'il correspond mieux à la réalité que le premier modèle ou le modèle précédent. Une première précision donc, le protocole expérimental qui a été opéré consiste en un test sur 15 échantillons de grès compact. Et ces échantillons ont été soumis à des pressions de confinement progressives, donc de 5, de 15, de 25, puis de 35 mégapascales. Et l'idée a été pour chaque pression de confinement de mesurer l'évolution de la perméabilité et donc de mesurer l'évolution de l'exposant de porosité. Ensuite, on a comparé les résultats prédits aux résultats observés en calculant l'erreur moyenne absolue. En anglais, mean absolute percent error. La relation qui permet de définir cette erreur moyenne absolue est donnée ici. Elle fait intervenir, comme on le note, donc la perméabilité prédite et la perméabilité expérimentale, c'est-à-dire la perméabilité mesurée. Quels sont à présent les résultats de ces mesures? Les résultats sont rassemblés dans la diapositive que vous êtes en train de regarder. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez le numéro de l'échantillon. Dans la deuxième colonne, en partant de la gauche, vous avez le modèle que l'on est en train de tester. Dans la troisième colonne, la colonne du milieu, vous avez l'erreur qui a été calculée, c'est-à-dire l'erreur qui mesure la différence entre ce qui est théorique et ce qui a été mesuré. Et enfin, les deux colonnes de droite permettent une comparaison entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. C'est-à-dire que la dernière colonne, ou plutôt la colonne de droite, contient l'erreur qui a été calculée et cette erreur mesure l'écart entre la prédiction de l'ancien modèle et les mesures qui ont été faites. Qu'est-ce que l'on constate de manière générale? Eh bien, on constate deux choses. D'une part, en dehors de l'échantillon numéro 5, l'erreur est bien moindre pour le nouveau modèle que pour l'ancien modèle. D'autre part, si on fait la moyenne des erreurs de chaque modèle, la moyenne des erreurs de l'ancien modèle est de 10,11%. La moyenne des erreurs du nouveau modèle est de 3,78%. Ces résultats, donc, sont rassemblés dans ce transparent. Il faut toutefois préciser une chose, lorsque la valeur de l'exposant de porosité est supérieure à 5, le modèle cesse d'être prédictif, donc le milieu est trop complexe. Que faut-il donc retenir de la lecture de cet article? Premièrement, et c'est le plus important, l'hypothèse d'une tortuosité fractale permet d'améliorer le caractère prédictif du modèle qui a été admis jusqu'alors. C'est-à-dire que ce modèle n'est pas remis en question, mais il est plutôt amélioré et complété par l'hypothèse de la tortuosité fractale. Et d'autre part, ce nouveau modèle permet de rendre compte d'un certain nombre d'écarts entre ce qui était prévu et ce qui était observé. Et ces écarts concernent principalement la valeur de l'exposant de porosité alpha.